Bonjour Jean-Marie Le Guen. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes le tout nouveau secrétaire d'État Relations avec le Parlement. Et justement, comment vous les qualifieriez, ces relations entre le gouvernement et le Parlement? Elles sont tendues? Non, elles sont très riches. Manuel Valls a voulu engager de nouvelles relations avec le Parlement d'une façon générale et évidemment un nouveau contrat avec la majorité, en faisant en sorte que, sans doute plus que précédemment, il y a un travail en amont des parlementaires sur les textes. Il les rencontre, mais enfin, franchement, il n'y a pas de lune de miel. Non, écoutez, la majorité a subi un traumatisme profond après les élections municipales. On a un certain nombre de jeunes députés, ou de députés moins jeunes d'ailleurs, qui sont très sincèrement d'excellents maires, qui ont été battus parce que les vents nationaux n'allaient pas dans le bon sens. Et c'est un traumatisme personnel. Du coup, c'est quoi? C'est une convalescence? Oui, bien sûr, il y a besoin de s'approprier tous les enseignements, de passer sur les douleurs individuelles et personnelles et collectives, parce que même quand on n'est pas touché soi-même, on voit ce qui se passe autour. Donc, si vous voulez, il y a à la fois une certaine forme de douleur, il y a le besoin de comprendre, le besoin de réagir, et donc tout ça est un processus humain et politique qui est complexe et qui est, à mon avis, à la honneur. Ça excuse leur attitude frondeuse, quasi capricieuse. On a l'impression que, franchement, chaque plan que Manuel Valls met sur la table, eux, ils proposent un plan alternatif, différent. Non, ils essayent de faire des propositions. Alors certaines sont plus critiques que d'autres, mais moi je trouve que c'est un peu à l'honneur des parlementaires aussi de dire qu'ils sont attachés à la vie de leur pays, qu'ils ont donc, des idées. Donc tout va bien, c'est juste du dialogue. Non, c'est du dialogue, il y a besoin de mettre Jean-Marie Le Guen, c'est un bras de fer. Non, c'est pas un bras de fer du tout. Il y a vraiment une pédagogie, un échange réciproque. Il y a des orientations. Il y a un atterrissage en quelque sorte qui doit se faire. Donc c'est quoi? C'est une phase de transition? Oui, c'est cela. C'est une phase de transition et chacun comprend bien, en fait, qu'il y a eu le discours du président de la République le 14 janvier qui a quand même marqué pour une part des inflexions et d'autre part des accélérations. Et donc, mais la campagne municipale a suspendu en quelque sorte les applications concrètes de ce qui a été décidé par le président de la République. Et donc maintenant, on est au lendemain de ces élections municipales où il y a eu traumatisme, très objectivement, et en même temps, il y a nécessité pour l'action publique d'une accélération et d'un changement, puisqu'il y a un nouveau Premier ministre, un nouveau gouvernement. Donc ça fait beaucoup d'éléments d'une équation qu'il faut patiemment résoudre, et en même temps avec un calendrier qui est très serré, puisque nous votons et nous aurons un vote tout à fait fondamental mardi prochain. Justement, sur le fond de ce plan d'économie, parce que c'est quand même là que le nœud se crée, la rencontre d'hier entre les députés socialistes, une délégation de députés socialistes et Manuel Valls, elle a duré 1h30. Les députés disent qu'ils ont eu le sentiment d'avoir été entendus par le Premier ministre. Est-ce qu'il va faire des gestes? Oui, je crois qu'il y a un vrai dialogue qui s'est noué entre le Premier ministre personnellement et les représentants des parlementaires qui étaient là. Mais Jean-Marie Le Guen, au-delà du dialogue, les gestes? Les gestes, ils auront lieu. Évidemment, il y a une préoccupation convergente. Beaucoup de groupes de députés d'abord, les groupes de la majorité, les socialistes, mais aussi les radicaux, les écologistes, nous disent, par exemple, la question des petites retraites. Il y aura un geste sur les petites retraites? J'imagine que ce geste sera fait parce que il y a véritablement une prise de conscience collective que dans l'effort qui est demandé, il faut que cet effort soit juste. Et de ce point de vue, il y a une solidarité plus forte à montrer. Ce que vous dites, c'est quand même que sur les petites retraites, il y aura un assouplissement par rapport à ce que Manuel Valls avait proposé la semaine dernière. C'est assez vraisemblable. Vous savez qu'au plan technique, c'est assez complexe. Donc nous sommes en train de réfléchir aux moyens de pallier les difficultés. Maintenant, il faut quand même remarquer que l'effort qui est demandé est sérieux quand on parle en termes de chiffres d'économie au plan général. Mais lorsque, par exemple, on dit on va reporter d'un an l'augmentation des allocations familiales, c'est 3 €. Donc si vous voulez, l'effort il est quand même modéré. Il faut quand même savoir raison garder, quoi. Je pense qu'il faut savoir raison garder. Alors il y a deux débats. Il y a un débat économique, c'est est-ce qu'on ne va pas étouffer la croissance? Est-ce que vous minimisez pas un peu les inquiétudes quand même? Non, les inquiétudes sont réelles au regard de la situation. Je pense que le plan n'est pas de nature les fameux 50 milliards, et même si on doit travailler à son analyse précise et donc les conséquences précises, nous allons avancer là-dessus, mais je pense ce n'est pas un bouleversement social. Et je dis même plus que si nous n'étions pas capables de maîtriser les dépenses publiques, c'est notre modèle social. On ne peut pas continuer à faire du social à crédit. Ça, je crois
crois que la très grande majorité des députés socialistes l'a compris. Vous disiez un assouplissement probable sur les petites retraites. Est-ce qu'il pourrait y avoir d'autres points d'équilibre? On pense par exemple au gel du point d'indice des fonctionnaires. Est-ce que Manuel Valls pourrait s'engager par exemple à revaloriser le salaire des fonctionnaires si la croissance revient plus tôt que prévu? Alors, il y a plusieurs choses. D'abord, lorsqu'on parle de la problématique des fonctionnaires, il faut le voir dans la globalité. Et vous savez qu'un certain nombre de mesures avaient été évoquées par le gouvernement précédent, s'agissant des petits salaires de la fonction publique. Donc, nous allons préciser ces points vraisemblablement, et donc il faudra avoir une vision globale. Donc, il y aura une attention particulière pour les petits salaires. Il y aura une vision globale de la fonction publique, de ce qui se passe en matière de petits salaires dans la fonction publique. Et plus généralement, et pas simplement s'agissant des fonctionnaires. C'était pas forcément prévu ça dans le plan de la semaine dernière de Manuel Valls. Non, mais ça fait partie des points de discussion. Ça fait partie des points de discussion. Ça avait été évoqué précédemment. Ça va peut-être être mieux présenté, intégré. Deuxièmement, et rappelé. Deuxièmement, il y a aussi l'idée effectivement que il y ait peut-être l'idée d'une clause de revoyure, mais pas spécialement et seulement pour les fonctionnaires, pour l'ensemble des Français, à partir du moment où la croissance, si ça va mieux plus tôt prévu, parce que la croissance, elle arrive, elle commence à se pointer. On a 1% cette année, 1,7 l'année prochaine, 2,5 en 2016. Les délais. Il faudra de la souplesse, évidemment, mais avec une volonté réelle d'avoir des objectifs. D'où l'idée du programme de stabilité, c'est de respecter la parole de la France, les fameux 3%. C'est à la fois pour respecter notre propre parole, y compris la parole de ce gouvernement, les engagements de François Hollande qui ont été pris. Et respecter Bruxelles. Et respecter Bruxelles, mais c'est surtout se mettre en position de dire à Bruxelles un certain nombre de choses. Manuel Valls a commencé à le faire. Pas être en position de faiblesse, quoi. Exactement. Et donc dire, au fait, si on parlait exactement du taux de l'euro, et si on parlait de la relance budgétaire au plan européen, ça nous met sur une position offensive. Le maître mot du offensif avec Bruxelles. Offensif avec Bruxelles, offensif sur la question européenne, offensif en France pour la reconquête et le redressement producteur. Nous sommes à l'offensive, y compris au plan politique. Jean-Marie Le Guen, est-ce qu'il manquera des voix socialistes pour voter ce fameux plan d'économie le 29 avril prochain? Je ne le souhaite pas. On voit bien qu'un certain nombre encore de députés se posent des questions. Certains peut-être ont une vision comment dirais-je, des a priori en fait contestataires qui existent depuis pas depuis un mois, pas depuis 2 ans, depuis 3 ou 4 ans. Et ceux-là, vous pensez que vous n'arriverez pas à la fin des fins à les convaincre? Ah, écoutez, il va falloir chacun prend ses responsabilités. Je veux dire que c'est le maître mot aussi du gouvernement de Manuel Valls, c'est la responsabilité. Donc tout le monde est renvoyé à ses responsabilités. Ils sont fautifs dans un sens. Ce serait une erreur. Ils feraient une erreur s'ils ne votent pas ce. Ah, je le crois. J'en suis persuadé. Ils affaibliraient la position de la France. Ils affaibliraient la position de l'exécutif, du gouvernement et du président de la République. Or, c'est un élément majeur. C'est un élément majeur pour notre pays dans sa capacité à discuter avec Bruxelles. Puis c'est un élément majeur pour la gauche. Est-ce qu'aujourd'hui la gauche peut se permettre d'affaiblir le président de la République et le Premier ministre? Moi, je pose la question politique fondamentale à ses amis. Ils prennent la responsabilité d'affaiblir le gouvernement, d'affaiblir le président. Quelque part, oui, d'un certain point de vue, en n'apportant pas leur soutien à une décision majoritaire, d'une part, du groupe vraisemblablement, et du parti, d'une part, et enfin, porté tout simplement par ceux que nous avons élus. Nous avons fait en sorte que François Hollande soit élu par tous les Français. S'il n'y avait pas ce soutien, on voit bien que ça peut être un affaiblissement. J'allais dire, si on allait jusqu'au bout, je n'y crois pas, mais ça voudrait dire une victoire potentielle de l'UMP. Si on ne soutient pas son camp, c'est qu'on laisse faire le camp adverse. Et c'est pas, me semble-t-il, la meilleure façon de faire de la politique. Vous soupçonnez, en tout cas, c'est ce que j'ai appris avec François Mitterrand. L'idée, par exemple, d'une dissolution possible ? Non, s'il n'y a plus de majorité. Pas du tout, il n'y a absolument pas. Ça, c'est un scénario absurde. Ah, totalement. Je veux dire qu'on ne joue pas avec les institutions. On est là pour travailler sérieusement sur les dossiers des Français. On n'est pas dans une politique politicienne avec je ne sais trop quel scénario qui n'a pas, non, mais qui n'a absolument aucun sens, à aucun point de vue. S'il y a 11 députés, parce qu'on parle d'eux en l'occurrence, de 11 députés qui refusent la logique même des 50 milliards, qui ont proposé d'ailleurs la semaine dernière un plan alternatif de 35 milliards. Il se pourrait, malgré tout, vous l'imaginez, que 11 députés socialistes manquent à l'appel la semaine prochaine. Écoutez, pour l'instant, je fais tout ce qui est mon possible pour les convaincre d'avoir une attitude positive. Ce vote, il sera consultatif ? C'est un vote qui est consultatif du point de vue institutionnel, mais il a une portée politique majeure en Europe.
en France. Il n'est pas question qu'il soit autre chose que consultatif. Le vote du 29, on est bien d'accord. C'est comme ça que ça va s'organiser. C'est comme ça que ça va se faire. C'est extrêmement politique. Il n'a pas de valeur symbolique. Il a une valeur politique majeure. Oui, enfin forcément, il y a un certain nombre de députés qui du coup ont le sentiment que leur vote compte un peu pour du beurre. Non, pas du tout. C'est un moment politique extrêmement important. Je me replace dans ce scénario auquel je ne crois pas, mais dans l'idée où nous serions soit minoritaires, soit affaiblis, ça n'aurait pas de c'est un affaiblissement réel. Ça serait symboliquement effectivement une défaite pour vous de ne pas avoir toute la majorité derrière vous. Enfin, ce serait un vote consultatif. Non, au plan institutionnel, vous avez raison, mais au plan politique, c'est-à-dire ce que vous en penseriez, vous, notamment vous, nous les journalistes, vous les journalistes, j'entends bien sûr, pas vous personnellement. Eh bien, et puisqu'en penseraient les Français, ils se disent mais qu'est-ce que c'est que ces socialistes donc, si vous voulez, honnêtement, et le message est adressé par la France au plan européen. Donc, elle ne respecte pas. Enfin bref, ses propres engagements, les engagements de son gouvernement. Si les députés ne votent pas ce plan, le plan passera quand même. Au plan institutionnel, vous avez raison, mais je ne pense pas que je pense que tout ceci, en responsabilité, aurait des conséquences majeures sur la vie politique de notre pays. Mais je ne vais pas faire de politique fiction. J'appelle simplement chacun à réfléchir, à prendre ses responsabilités. Est-ce que vous aimeriez que Arnaud Montebourg ou Benoît Hamon montent au créneau, qui puisse justement rassurer cette partie de la gauche qui est la plus sceptique? Je crois qu'ils le font. Arnaud Montebourg a fait une interview très intéressante dans le journal Les Échos dès le lendemain, qui était très intéressant. Benoît Hamon a souligné dans des réunions de ministres, et je pense qu'il le fait aussi régulièrement, sur le fait que lorsqu'on parle d'austérité, vous connaissez beaucoup de plans d'austérité qui commencent par confirmer le fait qu'on va engager 60 000 fonctionnaires dans l'éducation nationale. Vous voulez pas accepter ce mot? Est-ce qu'on compare? Il faut que les mots aient un sens. Quand on dit que l'on va continuer le plan de recrutement parce qu'il y a des besoins de démographie d'enfants scolaires, et qu'on va recruter 60 000 enseignants, si on appelle ça de l'austérité, alors je ne sais pas de quoi on parle. Vous parliez d'Arnaud Montebourg, Benoît Hamon, on l'a pas entendu sur cette question-là. Est-ce que c'était aussi l'une des idées du nouveau gouvernement de combat, c'était que chacun ne reste pas dans son couloir, si on entendait bien ce que disait Manuel Valls? Je pense que Benoît sera amené à s'exprimer. Il va le faire, il le fait. Comme je vous le dis, il a déjà parlé aussi avec un certain nombre de parlementaires. Il le fait avec les membres de la commission des affaires de l'éducation et de la culture. Ça suffit? Est-ce qu'il ne faut pas à un moment qu'il s'adresse justement et qu'il porte cette parole de la gauche pour essayer de la réconcilier? Écoutez, moi je l'ai entendu, je sais qu'il le fait, je pense qu'il le fera. Juste avant d'assister à la canonisation de Jean-Paul II à Rome, il est question que Manuel Valls aille rencontrer Matteo Renzi en Italie, Manuel Valls en France. Est-ce que c'est un nouveau départ pour la gauche européenne? Il y a une gauche, c'est vrai. Il ne faut pas comparer complètement les choses au plan budgétaire. On a l'impression quand même que pour une partie de la gauche, Matteo Renzi c'est devenu quand même la nouvelle star. Oui, mais bon, vous savez, il y a de temps en temps des emballements médiatiques sur lesquels il faut prendre un peu de distance. La vie italienne politique est toujours d'une richesse et d'une créativité extraordinaire. Ce qui est vrai, c'est que Matteo Renzi est un homme de réforme et que Manuel Valls est aussi un homme de réforme. Et donc, nous allons, mais les situations, y compris institutionnelles, ne sont pas les mêmes, les situations financières. Chacun mène la politique dans son pays, mais il y a aussi des convergences, sans aucun doute, sur la demande qui est faite potentiellement à l'Europe. Oui, sauf que justement, Matteo Renzi, il est beaucoup plus ferme vis-à-vis de Bruxelles que nous. Est-ce que nous, on a un peu le sentiment qu'on est en arrière de la main par rapport à ça? Je ne crois pas. Il a été davantage combattre la doctrine des 3%, par exemple. Matteo Renzi est en dessous des 3% de déficit budgétaire, donc il pouvait parler. Il a dit, je vais augmenter. Donc en fait, il peut être à l'offensive, comme vous espérez qu'on pourrait l'être? Si nous avions effectivement une véritable maîtrise des dépenses publiques, ce qui est le cas du gouvernement italien. Laurent Fabius s'est dit favorable à l'ouverture des magasins le dimanche. Est-ce que vous y êtes favorable? Oui, moi j'y suis favorable. Je l'étais comme élu parisien, évidemment, parce que nous voyons bien comment... Donc il faut assouplir rapidement les dispositions? Oui, absolument, mais ceci n'a rien à voir avec le problème général dans notre pays du travail le dimanche. Il faut respecter le congé du dimanche. Mais à Paris, il y a des opportunités, vraisemblablement, parce que la loi telle qu'elle existe à l'heure actuelle dysfonctionne à tout point de vue, donc de la précédente majorité, et nous avons l'intention, avant la fin de l'année, de présenter un dispositif issu des réflexions du rapport Bailly, dont vous avez entendu parler. Donc il y aura une loi et ça va aller dans le sens d'un assouplissement du travail le dimanche.
Oui, il s'agit de créer de la richesse dans ce pays, des emplois, et cette loi permet, quand vous avez un flux touristique aussi important, eh bien de profiter de la manne. On sent que votre cœur est encore un peu de l'élu parisien, quoi. Non, mais la région, le Grand Paris crée 35% de la valeur ajoutée de ce pays, et on voit bien que les emplois qui vont être créés, par exemple à Paris, profiteront d'une façon générale à l'économie française. C'est pas Paris, le Grand Paris, c'est une vitrine, une porte d'entrée de la mondialisation. Donc il faut que nous créions de la richesse pour mieux la répartir après sur le territoire national, ce qui se passe. Aquilino Morel est visé par une enquête préliminaire qui porte sur des soupçons de conflit d'intérêts. Dans son article sur Aquilino Morel, Mediapart raconte notamment qu'Aquilino Morel a organisé des rencontres entre des laboratoires pharmaceutiques et vous-même. Est-ce que c'est vrai ? Écoutez, alors j'en ai pas souvenir, mais effectivement, il semblerait que j'ai eu une rencontre avec des laboratoires, comme j'ai eu des rencontres m'occupant un peu des problèmes de santé depuis une quinzaine d'années. J'ai vu des dizaines et des dizaines de représentants d'hôpitaux, de laboratoires, de syndicats médicaux, d'associations de patients. Une partie importante de mon travail, c'était de rencontrer tous les acteurs de la santé. Mais précisément, des déjeuners, notamment organisés par Aquilino Morel, des rencontres avec des laboratoires pharmaceutiques. Je crois me souvenir d'un déjeuner sur 10 ans d'activité. Ça vous dérange pas ? Non, je suis en contact. Encore une fois, j'ai rencontré le cas d'Aquilino Morel, si c'est ça votre question, et il va falloir qu'il réponde effectivement. Je pense qu'il a pris la bonne décision qui s'imposait. Restons quand même juste sur ces histoires de rencontres, parce que c'est là-dessus qu'il est notamment... Comment voulez-vous qu'on puisse traiter un secteur, quel qu'il soit, la santé, l'économie des médias, sans qu'on soit amené, par exemple, ou l'industrie, sans qu'on soit amené à rencontrer les organisations syndicales, les organisations patronales, les usagers, les consommateurs. Donc c'est normal, c'est la vie démocratique normale. C'est la vie, absolument, et c'est se fait en toute transparence. Est-ce qu'il faut mettre davantage de limites sur ces histoires de lobbying ? Écoutez, je sais que le président de l'Assemblée nationale a fait des propositions qui ont été, je crois, considérées comme étant très positives. Après le rapport d'un de nos collègues parlementaires, Sirugue, qui était intervenu là-dessus, et je pense qu'il y a maintenant des règles au niveau du fonctionnement de l'Assemblée qui sont, je crois, appréciées par tous pour leur transparence et leur volonté d'éviter toute confusion. Vous disiez qu'il fallait qu'il s'explique sans doute. Bernard Accoyer demande à ce qu'Aquilino Morel soit auditionné au Parlement. Est-ce que vous estimez que c'est effectivement une bonne idée ? Écoutez, le Parlement choisira. C'est pas encore moins moi qui suis chargé des relations avec le Parlement. Ce que je constate, c'est que vous avez annoncé vous-même qu'il y avait, et c'est bien normal, c'est la procédure, une enquête préliminaire qui est ouverte. Et dans ce cadre-là, me semble-t-il, il est difficile pour l'Assemblée d'interférer avec une enquête parlementaire. Mais pour le reste, c'est à l'Assemblée de décider les modalités. Les deux peuvent pas être menés en parallèle, d'après vous ? Non, c'est constitutionnel. Donc on attend, mais il n'y a pas de possibilité de mélanger un travail parlementaire à un travail pénal. Une enquête parallèlement justement au travail de la justice, une enquête parlementaire, une audition parlementaire, vous semble plutôt une bonne idée? Pour qui? Pour Aquilino Morel. Mais encore une fois, ça me semble pas possible au plan juridique. C'est-à-dire qu'on ne peut pas demander à quelqu'un qui est dans une procédure judiciaire de venir sur le même sujet intervenir à l'Assemblée nationale. Donc il faudrait une petite entourloupe, un peu comme pour l'affaire Cahuzac, c'est-à-dire poser des questions sur autre chose, quoi. M. Accoyer décidera de ce qu'il veut faire et l'Assemblée décidera de ce qu'il en est. Moi, je rappelle simplement des éléments de droit, si vous voulez, et c'est normal si vous y réfléchissez bien. C'est pas possible d'avoir une interférence, entre la procédure judiciaire et la procédure législative. Pour le reste, c'est à l'Assemblée d'organiser ses travaux. Est-ce que vous avez regardé l'émission sur Anne Sinclair hier soir? J'en ai regardé des morceaux. Je suis rentré tard, donc j'ai pas pu tout voir. J'avais enregistré et j'ai vu un son. Vous étiez strauss-kahnien. Est-ce qu'il y a des moments où quand même vous regrettez que Dominique Strauss-Kahn n'ait pas pu concourir à la présidentielle? Écoutez, évidemment d'abord pour l'homme et sans doute pour ce qu'il aurait pu apporter, il y a du regret. Et d'ailleurs, d'un certain point de vue, j'ai eu l'occasion de lui dire le dépit que je pouvais en avoir et même une certaine forme de colère. On peut lui reprocher, ça me paraît assez clair. Pour le reste, est-ce qu'aujourd'hui encore, parfois, vous vous dites, c'est quand même dommage qu'il puisse plus participer à la vie politique française? Non, cette page est tournée. Voilà, pour moi c'est clair, pour lui aussi je crois, cette page de la vie politique est tournée, donc ça ne sert à rien, j'allais dire que les uns ou les autres essayent de le réinstaller dans la vie politique. Vous êtes devenu valsiste, valsien?
Écoutez, nous sommes tous d'abord des Hollandais, si vous voulez la nouvelle prendre. phrase, effectivement. Voilà, et je suis donc tout simplement un membre de l'exécutif aux côtés du Premier ministre et du Président de la République. Mais non, parce que je pense qu'aujourd'hui, si vous voulez, je crois que un des éléments de la refondation de la gauche et donc du Parti socialiste, c'est qu'on fasse disparaître toutes les petites chapelles. Il y a peut-être une minorité très minoritaire qui a des positions politiques, on en a parlé tout à l'heure. Et puis il y a une très vaste majorité à l'Assemblée comme au Parti socialiste. Elle a d'ailleurs mis en responsabilité Jean-Christophe Cambadélis. Et donc nous sommes tous unis pour la réussite du quinquennat de François Hollande et au-delà d'ailleurs fondamentalement pour la réussite de la France. Vous savez, moi je considère avec d'autres que nous sommes à un moment particulier de gravité. Alors nous prenons nos responsabilités pour faire avancer ce pays, même si c'est difficile, et nous le faisons en solidarité les uns avec les autres. Merci Jean-Marie Le Guen d'avoir été notre invité ce matin. Merci à vous, Apolline.